Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle chronique de jeux de rôle. Je vous avais parlé la semaine dernière et je vous avais dit le plus grand bien de Royaume Chthonien. Le premier panneau d'un triptyque qui s'appelle Libri Munderum, c'est pour le Tuluak. C'est édité par les 12 singes. On va parler maintenant du deuxième panneau, du deuxième volet, c'est Mondes Engloutis, le voilà. Alors toujours avec ce superbe petit design de Maxime Place, moi j'aime beaucoup son style. Donc Mondes Engloutis, vous en doutez, c'est tous les lieux sous-marins, tous les continents engloutis que a mis en valeur à travers ses textes ou a suggéré Howard Philip Lovecraft et ses disciples. Donc on va voir en quoi consiste ce livre à travers un feuilletage express. Comme vous allez vous percevoir, on garde la même structure, la même ossature que Royaume Chthonien, c'est-à-dire 3 lieux avec des aides de jeu, avec des personnages, des PNJ, enfin l'historique du lieu et à la fin un recueil de 3 scénarios qui sont consacrés chacun à un des lieux. Alors on y va de suite pour le feuilletage express de Mondes Engloutis. Voilà, on se retrouve devant Mondes Engloutis, un supplément Tuluak, toujours dans la collection Dark Monkeys, bien sûr. C'est une très belle collection qui figure dans la bibliothèque, c'est du plus bel effet. Mais bon, ce n'est pas qu'esthétique, il y a aussi l'intérieur qui est important, et donc on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Donc ici, toujours la direction éditoriale, c'est toujours Jérôme Bartas, c'est lui qui est responsable de Dark Monkeys. Alors là, ici, les textes sont de Jérôme Bartas, de Florent Comte et d'Éric Dédalus. Vous savez, Éric Dédalus qui nous avait offert un super supplément, une super campagne sur Strasbourg. J'avais adoré ça. Toute la direction artistique et la mise en page, les dessins sont de Maxime Place, un des 12 singes. Voilà, donc là, bon, remerciements aux souscripteurs, etc. On commence par la Cité des Profonds. Alors, on pourrait dire les Cités des Profonds, parce que là, on va parler essentiellement des Profonds. L'histoire des Profonds commence bien avant l'apparition de l'homme sur Terre et risque de perdurer bien après leur disparition, si des investigateurs ne rivalisent pas d'ingéniosité pour contrecarrer leurs plans. Elle est indissociable de celle de leur dieu Cthulhu, avec lequel ils arrivent sur Terre et à qui ils vouent un culte, ses talents, sur des centaines de millions d'années. Cette histoire ne peut cependant pas être séparée de celle des humains, même si contrairement à ce qu'une première approche naïve laisse supposer, leur rapport prend davantage la forme d'une relation parasitique que d'une alliance à proprement parler. Alors là, vous avez toute l'histoire de l'arrivée des Profonds, comment ils sont arrivés sur Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années, leur installation, comment évidemment les Profonds entre eux, ils expliquent que les Profonds ne peuvent pas avoir de progéniture entre eux, donc ils sont obligés de parasiter des humains, de transformer des humains, d'enlever des humains pour avoir des orgies, etc., pour pouvoir procréer. Et petit à petit, ces hybrides se transforment en profonds, rejoignent leurs congénères au fond de la mer. Là, vous avez toute l'histoire. Ça part de Herliet, bien sûr. Herliet, la cité où sommeille Cthulhu. Mais on s'aperçoit que les profonds, il y en a un petit peu partout. Donc vous pouvez accéder, ici on parle de Yanali, c'est pas évident à dire. Donc c'est au fond de l'océan, c'est une des plus grosses colonies profondes. Et on vous demande, à chaque fois, vous allez voir, on vous explique, à chaque fois c'est pareil, les différents accès, comment on peut y arriver, comment les investigateurs vont pouvoir arriver à cet endroit. Donc on peut y venir par la mer. Bon là ici, vu que c'est la cité qui est au large du Massachusetts, c'est évidemment par le récif du diable. Donc après plusieurs centaines de mètres d'une descente presque à pic, on comprend bien qu'un humain normalement constitué, pour lui ce n'est pas possible. Surtout, il vous explique qu'en 1920, vous avez les scaphandres, mais c'est pas encore trop perfectionné. Vous n'avez pas les bathyscaphes, etc. comme maintenant. Le tunnel, il existe un tunnel immergé reliant les sous-sols de l'église de l'ordre ésotérique de Dagon d'Innsmouth, la fameuse ville d'Innsmouth, où la moitié ou la majorité, enfin ça dépend de la période où vous y allez, la majorité des habitants sont des hybrides. Mais là aussi c'est pareil, vous arrivez en l'eau, il faut évidemment plonger. Donc là, vous avez un descriptif de la ville. Alors, c'est un exemple. Les autres colonies, pardon, villes, c'est pas tout à fait le cas. Les autres colonies qui sont réparties à travers le monde peuvent obéir à la même structure. Donc, vous avez ici les colonnes, etc. Vous voyez le temple avec le dieu Cthulhu, les arcades, vous avez la cantine, la déchetterie, vous avez un plan, là, c'est vraiment très utile pour le meneur de jeu. Ah bah, un profond, voilà, un dessin de profond, la fosse, la tannerie, la prison, le temple, les sentinelles, comment l'ordre est établi, la poche d'air, des colonies par le monde, voilà, alors là, la colonie du trou de diable, là, vous êtes en Bretagne, donc si vous voulez faire jouer un scénario
en France, vous avez une colonie près de l'île de Groix, voilà. Vous avez des images récupérées par Marketing Place pour donner un petit air. La colonie des baies, donc là c'est dans le Delaware. San Francisco, en Mélanésie. Alors en Mélanésie, c'est beaucoup plus implanté. Ils expliquent un petit peu que même les indigènes, etc., ont une sorte de vénération. Les populations indigènes ont une vénération pour les profonds. Il y a une espèce de cohabitation un peu forcée. La population, les colonies sont presque exclusivement peuplées de ceux des profondeurs. Ceux des profondeurs, bon, c'est les profonds, hein. Un hybride, vous voyez, la mue, le principe de mue, comment elle se transforme, premières impressions des hybrides, hôpital d'Arkham, vous avez quelqu'un qui se fait ausculter un compte rendu opératoire sur un hybride qui laisse bien perplexe le chirurgien. L'apparence, comme reproduisent les profonds, on discutait entre eux, ils ne peuvent pas le faire, donc ils sont obligés de passer par des femelles humaines, des êtres immortels. Oui, une fois qu'il est profond, il ne meurt pas. Enfin, il peut mourir par accident ou par d'autres événements, mais il ne meurt pas de vieillesse. C'est un cadeau de Cthulhu. Les cultes de Dagon et d'Hydra, qui ne sont pas vraiment des dieux, mais qui sont des sortes de vénération, d'entités de profonds. Voilà. Donc la langue propre qui leur permet de communiquer entre eux, tout en conservant par-delà la possibilité de parler dans leur langue natale, avec évidemment une déformation de la voix. Enfin, c'est peut-être fait comme ça, je sais pas trop. Hein. Personnalité, les profonds retiennent moi, ils gardent leur personnalité d'humain, les pouvoirs amphibies, des exemples de témoignages hybrides des devis. Là, vous avez les caractéristiques. Alors, comme je disais, ces livres, vous pouvez les adapter très très facilement à d'autres règles. Vous n'êtes pas obligé de jouer Cthulhu avec. Bon, ici, vous avez les caractéristiques Cthulhu, mais si vous jouez par l'appel de Cthulhu, vous avez bien les caractéristiques d'un profond dans votre livre de règles. Donc, il vous suffit de convertir. Ici, vraiment, on est dans une proposition avec une règle de Cthulhu, mais ça peut être utilisé avec n'importe quelle règle, que ce soit Gumshoe, que ce soit l'appel de Cthulhu, comme je viens de le citer. Le grand préluninage, comment ça se passe une fois qu'il est profond? Il accomplit au moins une fois dans sa vie, le profond, un pèlerinage vers Herlier. Herlier qui est un petit peu le grand centre de communication, le grand centre de réunion politique des profonds. Ils se réunissent là, puis ils discutent de tas de choses, de la politique peut-être. Hein. Les objets de culte, les différentes amulettes, etc. Les alliés des profondeurs. Et évidemment, ils n'ont pas créé les Shoggoths, on va voir que c'est un peu plus loin, mais les profonds peuvent collaborer de manière assez disons, domestique. En fait, le Shoggoth, vous savez qu'il n'a pas vraiment d'intellect, donc il faut qu'il soit dominé par les profonds pour pouvoir agir. Les villages sous influence, évidemment. Toujours un échange au début, les profonds offrent du poisson, puis après il y a des contreparties, évidemment, les profonds peuvent offrir de l'or aussi, hein, mais des navires engloutis par exemple, et puis parce que les profonds s'en fichent de l'or, mais ils ont remarqué que les humains ça les intéresse, donc voilà, il peut avoir une sorte d'aliénation qui se crée entre les profonds et des humains par rapport aux profonds. En jeu, l'ambiance. Alors, différents types d'ambiance, l'émerveillement sous-marin, l'horreur sous-marine, là vous avez deux types d'ambiance. Les types d'intrigues, la découverte d'un peuple non humain, là vous avez à chaque fois vous avez des exemples. Par exemple, la découverte d'un peuple non humain, vous avez l'exemple 1, une jeune femme jusqu'alors inconnue a réalisé l'exploit d'obtenir une triple victoire éclatante en natation aux Jeux Olympiques. Elle disparaît peu après l'apparition d'inquiétantes rumeurs à son sujet. Voilà. Par exemple, vous avez un journaliste sportif, investigateur, ça vous intéresse, où est passée cette jeune femme et pourquoi a-t-elle disparu et d'où vient son exploit? 2. Le professeur université animant la conférence à laquelle vous assistez est formel, n'en déplaise aux petits ricanements parcourant l'assemblée, les sirènes existent. Et là vous partez à la chasse aux sirènes. Vous avez plein d'exemples comme ça. Après, l'objet presque humain, avec des exemples, c'est-à-dire vous trouvez un artefact, etc., avec un livre que les investigateurs vont étudier, établir un contact. L'objectif est d'ici d'essayer par un moyen ou un autre d'arriver à nouer un lien avec les habitants des cités de profondeur. Donc à partir de là, soit vous connaissez leur existence, soit vous en doutez, avec des exemples. Voilà, propos étendu sur la jetée. Deuxième
On passe à l'Atlantide. Alors l'Atlantide, là vous avez une description de l'Atlantide avec les choses très anciennes, etc. Donc tout est lié plus ou moins avec les choses très anciennes, avec Tulu évidemment, avec Nyarlathotep aussi, hein, comme on va le voir plus loin. Donc tout est vraiment très, très imbriqué. Donc vous pouvez même faire des interactions entre les différents lieux, parce que tous ces différents lieux ont des points communs, que ce soit des choses très anciennes, que ce soit les Shoggoths, que ce soit on va voir plus loin, les Migos. Voilà. Donc là, l'Atlantide, c'est un territoire, un continent émergé à la base, hein, qui maintenant recouvre une grande partie de l'océan Atlantique, enfin ce dessous, et qui touche jusqu'aux côtes sous terre, jusqu'aux côtes africaines, voire américaines. Voilà. Donc là, on est vraiment... voilà, l'Atlantide n'est pas une île, mais une structure géologique autonome, unique en son genre. Elle n'est pas reliée à la croûte terrestre et possède la caractéristique de pouvoir dériver entre les différentes réalités. Voilà. Une race conquérante, les blasphèmes glissants, selon les anciens et les humains atlantes, l'habitaient autrefois. Voilà. Et ensuite, il y a eu différentes populations, enfin différentes créatures extraterrestres qui sont arrivées. Donc les blasphèmes glissants, lui, eux, ont colonisé, ont creusé des galeries, etc. Et c'est là qu'arrivent les anciens. Les anciens qui s'établissent, voilà, les anciens colonisèrent les galeries proches, etc. Vous avez l'explication détaillée de tout le process de colonisation, de modernisation des lieux, avec là évidemment le tulu qui les intéresse, ce métal qu'utilisaient les anciens. Voilà. L'âge des prêtres artisans, donc vous avez les différents prêtres, alors c'est très bien expliqué, on explique avec le dieu Nodens, le contact avec les contrées du rêve, l'âge des gardiens, les prêtres artisans évidemment créer des artefacts, enfin je ne vais pas trop détailler, créer des artefacts des lieux comme la forge des éléments, et à partir de là, il était nécessaire de protéger ces lieux. Voilà. Nodens, la figure divine représentée comme un vénérable vieillard barbu et chenu, trônant dans une conque tractée par les dauphins. Voilà. Alors, c'est évidemment, Lovecraft s'inspirait du dieu celte, et c'est un puissant très haut, né sous différents noms, de nombreuses civilisations antiques. Voilà. Donc là, on parle du trapézoïde rutilant, les choses très anciennes, ici, qu'ils les ont récupérées sur les Migos qu'on va voir plus loin. Donc voilà. Donc ici, on passe à l'âge des stratèges. Voilà. Alors les choses très anciennes, les anciens, tout ça, c'est des races extraterrestres. Hein. L'âge des agents, les boussoles dimensionnelles, vous avez la chronologique, et bon, ça, je vais vous la résumer. En moins 500 000 ans, l'apparition de l'Atlantide et création de la forge d'éléments. Moins 400 000 ans, naissance de la civilisation atlante. Moins de 100 000 ans, découverte de l'Orichalque et ouverture de l'île aux anciens. 50 000 ans, mise en sécurité du trapézoèdre rutilant au cœur de l'île. Moins 25 000 ans, chute de l'Atlantide et perte du trapézoèdre rutilant. Et moins 1200 ans, dernière tentative de récupération du trapézoèdre rutilant par Nodens. Voilà. La géographie, on parle de la géographie actuelle, pas de la géographie à l'époque où l'Atlantide était encore une terre émergée. Donc l'Atlantide a complètement, la catastrophe a complètement fracturé l'Atlantide, et ces morceaux ont été éparpillés dans l'océan Atlantique. Voilà. Donc vous avez différents aspects, par la mer, et évidemment, le passage vers ça, alors c'est creusé par les blasphèmes glissants, le passage vers ça se résumait à l'origine à une simple galerie de moins de 2 mètres de haut, sur 1 mètre de large, serpentant au travers d'espaces composés entre l'île et le domaine des anciens. Repris par ces derniers, le tunnel fut élargi et structuré, les branches menant aux cités troglodytes furent scellées et un système automatique de transport de matériaux alimenté par la forge d'éléments fut installé. Détruit volontairement pour contrer l'évasion des blasphèmes glissant, il fut par la suite complètement abandonné. Les anciens ne le rouvrirent des siècles plus tard que lorsqu'ils aperçurent que des vestiges du système de transport de matériaux étaient à nouveau alimentés depuis l'île. Une porte en bronze et orichalque fut ajoutée à l'entrée atlante du passage, uniquement déverrouillable depuis l'intérieur du tunnel, comme signe de soumission des hommes envers les anciens. La population humaine ne peut donc pas fuir vers ce royaume lors de la catastrophe, et le passage s'effondra. Les autres passages, si on accepte le passage vers ça, plusieurs autres galeries ont débouché dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, voilà, ou en Asie. Un des tunnels les plus accessibles se trouve en plein Tibet. Là, vous avez des aides de jeu pour
explorer l'Atlantide. Comment explorer l'Atlantide? Les aides de jeu vous donnent plein de descriptions. Là, vous avez des cartes, hein. La forme originelle de l'Atlantide. Puis là, vous avez les différents sites encore accessibles, les différents lieux antiques actuels, les monuments, le temple de Nodens, fragment principal, différents fragments, le fragment des Bermudes, le fragment principal et le fragment des Bermudes, les différents quartiers, le quartier haut. Vous avez une description très précise, je suis encore droit, oui, de tout ce qu'il y a. Les colonies extérieures, alors les hémisphères atlantes ont construit sous l'influence de leur stratège une série de colonies de chaque côté de l'océan, évidemment. Donc là, vous avez des explications sur les habitats, les fragments, tous les endroits, les populations, les Atlantes, la société atlante antique, la communauté d'Atlantis, les apparences et personnalités, le mysticisme, le prêtre artisan, un truc, l'Atlante, les blasphèmes glissants, le sous-sol de l'Atlantide grouille d'un chaos impossible, dans ce dédale qu'aucune lumière n'a jamais éclairé, les blasphèmes glissants construisent et reconstruisent constamment leur domaine. À la recherche des secrets pour reprendre le contrôle de leur territoire de failles dans lesquelles creuser de nouveaux passages. Alors, l'apparence des blasphèmes glissants, voilà. Alors, un corps semi-rigide ophoïde de 2 mètres de diamètre, je crois qu'il y a un blasphème glissant ici. Le mysticisme survit dans l'océan, alors la reine, le soldat, le bâtisseur. En jeu, pareil, comme tout à l'heure, vous avez des citations de Platon sur l'Atlantide. L'ambiance, ou chasse aux vestiges, ou exploration et mystère, ou, ici il y en a un troisième, enchevêtrement temporel. Les types d'intrigues, pareil, sur les chemins de l'Atlantide, enquête étrange avec des exemples, prisonnier des profondeurs avec des exemples, une effroyable histoire du temps, perturbant ainsi l'espace que le temps, l'Atlantide, même engloutie, reste néanmoins entraînement puissante, elle ressurgit parfois et en un écho, un clignotement, un fantôme qui porte sa splendeur passée et sa déchéance. Visiter ces miroirs imparfaits n'est pas de nain, où s'arrête le rêve, où commence la réalité. Donc là, on est vraiment à cheval entre les contrées du rêve, entre voilà, les anomalies avec des exemples, les carnets de voyage avec des exemples également. Dernier continent, le continent de Mu. Le continent de Mu, vous avez l'explication du continent de Mu. Évidemment, tout est encore lié avec les précédents, en sachant que le continent de Mu a été créé par les Migos, ce peuple extraterrestre venant de Yugoth qui est la planète Pluton. Donc ils arrivent sur la Terre et finalement ils se frottent un petit peu à ceux qui sont déjà là, hein, il y a des millions d'années, donc ils commencent de suite à se friter un petit peu, notamment quand ils vont vouloir aller dans les profondeurs sous-marines, ils vont commencer à se frotter un petit peu avec les choses très anciennes, qui ne voient pas ces visiteurs venus de notre planète d'un bon oeil, donc des guerres, là vous explique tout, les premières colonies, comment ça fonctionne. C'est eux qui amènent le trapézoïde rutilant, c'est pour ça que je vous dis qu'on allait en parler. Le trapèze rutilant, qui est un artefact lié à un Nyarlathotep, et que les anciens réussissent à piquer suite à des batailles au Migo. Mais ils arrivent avec, et grâce à ça, ils peuvent avoir, voilà, Migo, ils peuvent avoir énormément de pouvoir, parce qu'avec ils peuvent structurer un peu la réalité, ils ont aussi une vision comme celle de Nyarlathotep. Nyarlathotep peut voir à travers le trapézoïde et les aider. Donc la création de Mu, voilà. Mu, ils le créent grâce à leur technologie surtout, on dirait pas, mais c'est des intellectuels. À leur technologie, ils arrivent à créer le continent de Mu, et après il faut le peupler, parce que c'est une zone qu'ils ont construite au sein du Pacifique, assez loin de l'Atlantide, on comprend pourquoi, donc il faut le peupler. Donc ils vont piquer des armes un peu partout, et ils vont surtout prendre des humains, et ces humains ils vont faire des esclaves, et malheureusement, un peu comme Spartacus, il y a une révolte d'esclaves, c'est Nak, c'est une prêtresse qui arrive à tromper les Migos et faire la révolution et libérer l'homme. Donc ici vous avez la fondation de Kna qui est le nouveau gouvernement, enfin le nouveau peuple qui habite le continent de Mu. Nak et les Nak, voilà, Nak c'est la prêtresse, voilà, et on appelle les Nakal, ce peuple libéré. Voilà. La chute, bon après, évidemment, ça se passe pas trop bien au fil des siècles, les prêtres entre eux commencent à se chamailler, des luttes internes, etc., créent la destruction de Mu est très rapide en fait, hein. Là vous avez encore une chronologie. La géographie, ici avant de devenir un mont englouti, le Mu était une grande ligne de grande taille,
Voilà. Et donc maintenant, comment on y accède? Un couloir de basalte, des corridors de terre, des tunnels chaotiques, des îles temporaires, et certaines îles encore émergées sont des restes du continent de Mu, et on y trouve évidemment dessus des vestiges. Donc sur les îles Pitcairn, voilà, vous avez différentes, il vous donne plein de petites explications. Résidus spirituels, les Migos furent détruits, déchiquetés par Ganatonoa. Ça c'est un espèce d'avatar déformé de Cthulhu qui a pris le statut de dieu et qui a exterminé les Migos par des moyens psychiques et qui maintenant, après qui a été vénéré par évidemment le peuple humain libéré. Donc vous avez des temples, etc., des vestiges engloutis, les îles Samoa, qui sont aussi un vestige. Après vous avez les vestiges engloutis par contre. La population, on vous parle de Ganatonoa, le dieu noir, souffre en silence dans un temple immergé de l'océan Pacifique. Oui, il n'est pas mort. Hein. Les prêtres du dieu noir, voilà. Les 12 prêtres du dieu noir, les artefacts du dieu noir, le livre Nac. Alors là vous avez même, vous pouvez l'utiliser, hein, c'est un codex qui donne des pouvoirs, le sacrifice annuel. Alors vous avez un exemple de prêtre noir, le grand prêtre, 8 dés de vie quand même, hein. La faune de Mu, le yakit est un grand lézard pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Voilà, vous avez des exemples, vous avez aussi la murène des profondeurs, vous avez un dessin ici. Enjeu, l'ambiance, découverte et exotisme, évidemment dans le Pacifique, etc. Et les secrets extraterrestres, ou la peur de la fin, évidemment là vous avez des instructions et les types d'intrigues. Alors, les types d'intrigues, c'est pareil, vous avez, comme pour le précédent, les résurgences du passé. Malgré sa fin brutale, Mu a laissé des histoires que l'on transmet et des artefacts qui causent parfois quelques troubles. Là, vous avez les relents de l'histoire avec des exemples. Voilà. Les artefacts de Mu, évidemment, également avec des exemples. Les intrigants contemporains, on vous donne qu'on peut encore tomber. Les Migos, même si Mu est l'histoire ancienne, certains Migos s'y intéressent encore. Et bien, si vous connaissez bien Lovecraft, les Migos viennent souvent sur Terre. Ils sont encore très intéressés à la Terre. Voilà. Donc là, vous avez des exemples on ne va pas détailler parce que c'est plutôt pour les meneurs de jeu. Hein. Le culte de Ganatonoa, présent un peu partout dans le monde. Les prêtres noirs ont des ramifications en Égypte, bien sûr. En Égypte, en Chaldée, en Perse, en Chine, en Afrique, etc. Donc vous avez des exemples. Et là, je vais arrêter ma lecture parce qu'on commence, il y a 3 scénarios, 3 longs scénarios qui sont absolument géniaux. Voilà, franchement, je dis, c'est trop, c'est une richesse. Bon, moi, je ne ferai pas jouer avec Tula, parce que comme je vous ai expliqué, mes joueurs, voilà, j'ai pas réussi à les convaincre. Bon, tant pis. Mais par contre, j'ai récupéré ça pour les faire jouer avec une autre règle. Également bien connu. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de pagination, hein, je ne vais pas m'attarder. Donc, vous voyez, tout ça, c'est carrément du scénario. Alors, vous voyez qu'on n'est pas dans le simple scénario. Et au niveau de la structure, etc., c'est vachement bien fait, c'est vachement bien argumenté. Franchement, c'est du super boulot, comme toujours, avec les 12 singes et la collection Dark Monkeys. Voilà. Et bien voilà, ça c'était Mondes Engloutis, c'est le deuxième bouquin de Libri Monderum. Alors vous savez qu'il existait aussi Libri Arcanorum, qui était consacré, 3 panneaux, un triptyque consacré à la magie, Libri Monstrorum, un triptyque consacré aux monstres, aux bestiaires, et maintenant c'est Libri Monderum, construit à des lieux, donc en tout 9 lieux. On parlera du livre 3 incessamment sous peu, la semaine prochaine sûrement. Voilà. Donc je me demande ce que nous réservent encore les 12 singes pour la prochaine. Moi je suis impatient de découvrir ça. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne GEPTV. À bientôt!